grâce à notre partenariat avec l'Université de Moncton, le campus de Shippagan, aujourd'hui, notre prochain invité va nous parler de comportement. Pas du comportement dans le monde du sport, pas le comportement des enfants à l'école, mais le comportement du consommateur. Discutons-en tout de suite avec M. Jean-Michel Latulippe, professeur de marketing, candidat au doctorat en marketing, secteur administration, arts et sciences humaines à l'Université de Moncton, campus de Shippagan. Monsieur Latulippe, bonjour. Bonjour, Monsieur Jacob. Vous Monsieur allez bien aujourd'hui? Oui, ça va très bien. Merci de prendre votre temps avec nous aujourd'hui pour nous parler du comportement du consommateur. C'est l'ensemble des expériences des consommateurs lorsqu'ils créent, co-créent, côtoient des objets de consommation, qu'ils communiquent à propos de ces objets de consommation-là, ils magasinent pour les trouver, les choisissent, se les procurent, les consomment, et finalement en disposent. Puis tous les facteurs ou phénomènes qui interagissent avec ces expériences-là et ces activités-là. Ouais, C'est tout ce qui entoure le processus de consommation du produit ou du service, de la première étape à la dernière étape de ce qu'on appelle en marketing le processus de décision du consommateur. C'est-à-dire, ça commence dès lors où est-ce que le consommateur il reconnaît qu'il a un besoin à combler. Ensuite, il passe à travers toute la recherche d'informations, évalue ses alternatives, procède à l'achat et l'étape du post-achat, comme par exemple les garanties après-vente, par exemple. Ah oui, d'accord. Donc, ça implique quand même un peu tout. Moi, je vous écoute et je pense aussi à la ligne du temps comme telle d'une personne. La personne commence à avoir des comportements de consommateur. Ça peut commencer à quel âge? Comportement de consommateur, bon, ça peut commencer très jeune. En fait, ça peut commencer lorsqu'on est enfant et de façon même inconsciente. Donc, lorsque vous voyez une annonce, une publicité à la télévision, vous pouvez être immédiatement accaparé par un produit. Vous voyez Coca-Cola, par exemple, puis là, vous allez aller voir votre père ou votre mère, puis vous allez dire, je vais me procurer ce produit-là pour boire, par exemple. C'est sûr qu'on va voir aussi des comportements d'affect se développer un peu plus tard vers l'adolescence, généralement, où ils viennent du présent, oui. Ah, OK, d'accord. Donc, c'est vrai que ça peut être... Et ça nous suit là, tout au long de... Peu importe si on a 20, 25, 30 ans, on a tous, et nous le sommes encore, influencés par ce qu'on veut ou ce qu'on pense qui peut être bien pour nous. Oui, effectivement. C'est beaucoup relié aussi avec ce qui nous est offert et de la façon dont ça nous est présenté, n'est-ce pas? Oui, et c'est un peu de ça que je discutais avec vous aujourd'hui. Étant donné qu'en tant que consommateur, consommatrice, nous avons tous affaire à faire nos épiceries, on magasine souvent dans les magasins à grande surface. Ce que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est véritablement comment le positionnement des produits sur les étagères, sur les tablettes, peuvent influencer l'achat d'une marque ou d'une autre, par exemple. Ou si vous prenez un exemple, disons que vous allez dans une épicerie. Là, pour quelle raison vous allez voir que les palettes de chocolat, par exemple, sont disposées devant les caisses où on vient pour payer à la fin, par exemple, où on retrouve certains produits immédiatement sur un présentoir en avant de nous lorsqu'on entre dans une épicerie ou un magasin de grande surface, par exemple. Vous avez probablement déjà constaté que certains produits sont placés plutôt à l'arrière, et puis d'autres sont ce que j'appelle à la fin des allées, finalement, là, sur des présentoirs. Donc, il y a diverses raisons pour ça. Si vous me permettez, j'aimerais commencer par vous présenter une étude qui a été réalisée, croyez-le ou non, en Islande, où on s'est intéressé à qu'est-ce qui faisait en sorte que, par exemple, un consommateur choisissait une marque de chip plutôt qu'une autre. Donc, on s'est questionné, est-ce que bon, c'est la marque en tant que telle, la qualité? Et puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on a installé sur les consommateurs une petite caméra, ce qu'on appelle en anglais le eye tracking, pour vérifier finalement sur quelle étagère les consommateurs, les consommatrices se dirigeaient le plus rapidement, instinctivement. Donc, on avait placé le même produit sur toutes les étagères, du bas complètement jusqu'en haut complètement, et on avait placé ce qu'on appelle des produits contrôle, là, des produits pour comparer avec le produit sur lequel on effectue la recherche. Et ce qu'on constate, c'est que les consommateurs, consommatrices choisissaient très majoritairement les produits qui étaient à la hauteur de leurs yeux sur les étagères. Donc, ça a des implications à la fois pour les consommateurs, mais à la fois pour les commerçants aussi, si on désire mettre en valeur une marque plutôt qu'une autre. Est-ce que si cette étude nous dit que ce qu'on voit à la hauteur de nos yeux, c'est ce qu'on va prendre, ça veut-tu dire qu'en tant que consommateur, on ne fera pas trop d'énergie pour voir la différence, puis on va prendre ce qu'on a en avant de nous? C'est exact, M. Jacob, vous avez mis le dessus. Puis comme vous me parlez, je suis vraiment content que vous ayez abordé ça. On ne fera pas trop d'énergie, on ne fera pas trop d'efforts. OK. Ce manque d'énergie, ce manque d'effort-là, chez le consommateur, c'est ce qu'on appelle de l'inertie du consommateur.
L'inertie du consommateur, c'est le degré de propension, si je peux dire, ou d'aversion au changement chez le consommateur. Puis ça peut être sectoriel. Ça peut être lié à un manque d'information, un manque d'intérêt du consommateur par rapport à un produit ou à un service, ou tout simplement de compétences par rapport à l'information dans un secteur donné. Ou des fois, ça peut être aussi certaines barrières au changement d'un fournisseur qui font en sorte que c'est plus difficile pour un consommateur d'en apprendre davantage sur une marque ou d'une autre. Et puis, dans ce cas-là, finalement, c'est qu'en d'autres termes, le consommateur ou la consommatrice a tendance à y aller avec la solution la plus simple, ce qu'il voit devant lui. OK, d'accord. Donc là, moi, je vous écoute et je peux voir peut-être une différence. Je ne veux pas généraliser, mais je pense qu'il y a des gens qui vont prendre plus de temps à magasiner pour une voiture ou pour leur forfait Internet que magasiner au niveau de la consommation chez les commerces en détail, non? Vous avez entièrement raison. Les consommateurs ont tendance à rechercher beaucoup plus d'informations pour les produits d'une plus grande valeur. On peut parler évidemment d'une hypothèque, d'une voiture, où le consommateur ou la consommatrice finalement est beaucoup plus engagé, motivé à répondre à ce besoin-là. Donc, évidemment, lorsqu'on va acheter dans une épicerie ou dans un magasin à grande surface un tube de pâte à dents ou un déodorant, l'impact de cet achat-là est beaucoup moindre que l'impact lorsqu'on magasine pour une voiture ou une hypothèque. Donc, finalement, l'inertie du consommateur est beaucoup plus pour les produits de base, si je peux dire, oui. OK, d'accord. Donc, si il y a inertie chez les consommateurs, il y a aussi peut-être un petit tour de passe-passe chez les commerçants qui veulent nous vendre peut-être des choses coûte que coûte. Non? Oui, mais faudrait pas dire, faut pas penser que les commerçants sont de mauvaise foi non plus par rapport à ça. Merci de me ramener. Oui, c'est ça. Parce qu'on pense souvent que le marketing, c'est vu comme étant le mouton noir. Un petit peu, des fois. Dans le commerce, on entend même souvent, des fois, le marketing, c'est là pour qu'on se fasse avoir, finalement, par les commerçants. Et c'est pas le cas. Donc là, j'ai eu un stéréotype. Oui, si je peux dire, mais vous n'êtes pas le seul qui l'a, c'est un stéréotype que beaucoup de personnes ont, donc c'est pas, c'est pas irrégulier. Soyons francs. Donc, d'accord. Donc, vous nous dites aussi que c'est pas de mauvaise foi, mais c'est un peu l'ajout du marketing aussi. Là. C'est ce qui est offert et c'est notre choix à nous d'en arriver à consommer ou non le produit. Au bout du compte, c'est le consommateur qui prend la décision, voilà. Ça c'est certain. Donc, on peut pas en vouloir aux commerçants d'utiliser toutes les stratégies qui sont mises à leur disposition pour permettre d'effectuer le plus de ventes possible à l'intérieur des paramètres donnés. Ouais. Par exemple, ce qu'on sait qui fonctionne d'un point de vue des commerçants, si je peux dire toujours au niveau du positionnement de produit, parce qu'en marketing, il ne faut pas oublier qu'on joue toujours sur les 4 grandes variables du marketing mix, pardonnez-moi l'anglicisme, ou si vous voulez, la combinaison marketing. Produit, prix, place, c'est-à-dire l'endroit où on vend, et promotion, si je peux dire. Donc, ce qu'on sait qui fonctionne bien dans les épiceries et les centres, les magasins à grande surface, c'est que la variable, si on désire mettre des produits en valeur puis qu'on décide de faire des promotions ou réduire les prix de façon excessive, de façon importante, on sait que ça va fonctionner pour les personnes à plus faible revenu. Alors que des personnes qui ont de plus grands revenus, par exemple, sont beaucoup moins sensibles à la variable prix. OK. Vous savez, il y a différentes façons aussi de mettre en valeur certains produits. Comme je vous disais tout à l'heure, on dit souvent que le marketing, c'est le mouton noir, c'est un peu une bête, mais on peut utiliser, mais je dis souvent qu'on peut utiliser le marketing à bon escient aussi. Par exemple, si on veut faire la promotion de produits santé, par exemple, il y a des recherches qui ont été effectuées de ce point de vue-là. Puis, ce qu'on constate, c'est que pour véritablement mettre de l'avant les produits dits plus santé, il faut les mêler un peu avec les produits, la malbouffe et les produits moins santé, par exemple. Je donne des exemples. J'imagine mal qu'on peut aller mettre une banane en plein milieu avec des barres de chocolat, mais ce que je veux dire, mettons des produits comme des barres plus santé ou des céréales plus santé, par exemple. Ce qu'on constate, c'est quand on les met au travers des produits moins santé, on constate une augmentation des ventes de ces produits-là, moins santé. Puis tout à l'heure, je vous ai entendu parler au tout début de l'entrevue, si ma mémoire est fidèle, vous parliez de la fin des allées. Là, finalement, on mettait de l'avant certains produits-là. Ce qu'on constate, c'est que les consommateurs et les consommatrices portent une attention particulière à la fin des allées. Si on cherche à mettre en valeur que ce soit un produit santé ou autre, c'est très important de les placer à cet endroit-là parce qu'on va constater, selon une étude menée par 3 chercheurs à l'Université de Cambridge,
dans une revue intitulée finalement Retail Social Science and Medicine, on a constaté une augmentation des ventes entre 23,2 et 46,1 de ces produits-là lorsqu'ils étaient situés à la fin des années. OK, d'accord. Donc, on voit que c'est quand même bien orchestré, bien placé. Consommation, marketing, choix, questionnement. En terminant, qu'est-ce que vous auriez peut-être à suggérer aux gens qui consomment et qui, c'est peut-être vrai avec ce qu'ils viennent d'entendre comme exemple, de quelle façon on doit peut-être voir notre consommation en cette période, en 2021? Le premier conseil que j'aurais à vous donner, véritablement, c'est de tenter d'éviter d'utiliser la carte de crédit pour payer l'épicerie, mais plutôt de faire un budget au préalable et de payer soit en argent ou payer avec une carte de débit aussi, parce que c'est plus facile d'exercer un contrôle au niveau de notre consommation, soit avec la carte de débit, soit en argent comptant. D'ailleurs, il y a d'autres études qui le prouvent, plus le paiement est facile, M. Jacob, plus les gens achètent. Donc, c'est très, très, très important de bien planifier cela à l'avance aussi. Et de regarder aussi à travers les promotions au préalable avant de se rendre à l'épicerie. Maintenant, on parlait avant dans les circulaires, maintenant, il faut regarder un peu plus sur Internet, là, et puis vraiment bien établir sur une liste là, ce que vous voulez avant de vous diriger dans les magasins, parce que c'est très, très, très facile ensuite de se laisser détourner à acheter des produits dans l'épicerie dont on n'a pas vraiment besoin. Oui. Est-ce qu'on va magasiner avec les enfants, M. Latulippe? Écoutez, je pense qu'il faut avec les enfants, on peut quand même garder le contrôle. Je comprends que des fois, ça devient un peu plus difficile pour des plus pros à faire des achats plus émotifs de ce point de vue-là. C'est un autre défi. Mais oui, moi, je vois pas de problème. Là. un clin d'œil aux parents et aux grands-parents qui, quelquefois, ne peuvent pas dire non. Monsieur Latulippe, j'ai comme l'impression qu'on va se reparler au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. Le comportement des consommateurs sera toujours à l'étude. Et si on peut voir qu'il y a peut-être des algorithmes sur Internet, on peut voir qu'il y a du placement de produits qui se fait aussi dans nos allées. Et ce serait intéressant d'avoir une réflexion un peu sur le comportement de tout le monde dans ces deux sens. Et vous m'avez appris quelque chose aujourd'hui. Le marketing n'est pas qu'une bête noire. Non, effectivement. Ce sera avec grand plaisir, M. Jacob. Merci à vous. Au revoir. Au plaisir. Au revoir.